Mais qui était-il? Comment est-il devenu le super-ancêtre de tous les hommes actuels? Et à quoi ressemblait-il? Le portrait qui se dessine n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre. Sous les pinceaux de Michel-Ange, Dieu donne la vie à un homme de type européen. Depuis les dernières données géographiques et temporelles concernant Adam, on sait qu'il ne pouvait ressembler à ça. Pour la première fois, il est possible de dresser un nouveau portrait d'Adam sur des bases scientifiques. Un homme sait comment imaginer le visage d'Adam même en l'absence de son crâne. Pour décrire son métier, Frank Bender dit qu'il recompose les décomposés. C'est un sculpteur travaillant pour la police scientifique, un artiste capable de redonner vie aux morts. Il collabore régulièrement avec des enquêteurs du monde entier pour mettre un visage sur les cadavres, même quand il ne reste pas grand-chose du crâne. La moitié du crâne avait été brûlée. Je n'avais donc que l'autre pour travailler. J'ai fait une reconstruction et elle a été identifiée grâce à mon travail. Maintenant, Frank Bender va mettre son talent au service d'Adam. Nous n'avons pas le crâne d'Adam, mais Frank Bender va baser sa reconstruction faciale sur ce qui s'en rapproche le plus. Il se rend donc au Muséum américain d'histoire naturelle à New York. Gary Sawyer est expert dans la reconstruction des visages préhistoriques. Selon lui, ce crâne, retrouvé sur le site de Kafzeh, en Palestine, est une bonne base pour Adam. Il possède à la fois des traits modernes et des caractéristiques plus archaïques, avec un front bas et des arcades sourcilières proéminentes. Le crâne de Kafzeh a environ 100 000 ans. Celui d'Adam serait donc bien plus moderne. Frank Bender va devoir évaluer ce que des millénaires d'évolution ont pu faire à la physionomie de l'homme de Kafzeh. Il utilise d'abord son expérience en médecine légale pour imaginer à quoi il ressemblait. Il peut extrapoler les traits de son visage à partir de sa structure crânienne. La forme des fossettes, le tracé des mâchoires, la largeur du nez, la taille du menton. L'homme de Kafzeh a donc 100 000 ans. Pour reconstruire le visage d'Adam, Frank Bender doit donc actualiser son portrait de 40 000 ans. Au fil de l'évolution, la forme du crâne humain a été modifiée. Diminution de l'arcade sourcilière, position plus verticale du front et avancée du menton. Adam devrait être à mi-chemin entre cet homme d'autrefois et les humains d'aujourd'hui. Frank Bender doit donc trouver cette étape intermédiaire et pour cela, il lui faut un visage moderne à comparer au crâne ancien. Et pas n'importe quel visage. Il veut quelqu'un dont l'ascendance remonte presque directement à Adam. Spencer Wells sait où chercher. En Afrique de l'Est vit l'ethnie peu connue des Hadzabe. L'ADN de ces hommes est un lien quasi direct jusqu'à Adam. Ils sont comme une fenêtre sur son monde. Et un indice sur l'allure qu'il devait avoir. L'ADN scientifique devrait être à mi-chemin entre l'homme de Kafzeh et l'un de ses visages. Comme celui du chef de la tribu Hadzabe, Julius Indaya, Ume. Mais comment établir son portrait robot? Pour fusionner ces deux visages, Frank Bender se tourne vers une technologie développée pour des applications sécuritaires comme la lutte antiterroriste. Les logiciels de reconnaissance faciale mesurent les caractéristiques qui rendent un visage unique. Des variables comme la distance entre les yeux ou la largeur du nez.
Les ingénieurs ont choisi plus de 200 traits qui définissent la forme du visage de l'homme de Kafsé, pour en faire un modèle mathématique. Puis ils font de même avec le chef des Hadzabe. L'ordinateur compare ensuite les deux séries de données, deux visages que 100 000 ans séparent, avant de calculer un modèle intermédiaire, celui d'Adam. Une imprimante convertit le modèle informatique en un crâne en 3 dimensions. Au fur et à mesure que sortent les feuilles, une tête reconstituée émerge. Frank Bender s'en servira de point de départ pour donner enfin un visage à Adam. Mais les Hadzabe peuvent nous apporter bien plus qu'une idée de l'allure de l'Adam scientifique. Ils sont une porte ouverte sur sa vie et peuvent nous révéler en quoi Adam et ses descendants étaient si exceptionnels qu'ils ont pu engendrer tous les hommes de la Terre. Les mutations du chromosome Y montrent que l'Adam scientifique est né il y a environ 60 000 ans. C'était une époque hors du commun dans l'histoire de l'humanité qui traversait alors une grave crise. Selon les scientifiques, les humains étaient au bord de l'extinction. La population mondiale avait sans doute chuté à quelques milliers d'individus. Mais après cette période critique, les humains ont entamé une ascension fulgurante. Pour la première fois, l'art est apparu. Et les outils sont devenus plus sophistiqués. Cette nouvelle énergie et ce vent d'innovation ont permis à l'espèce humaine de conquérir la planète. Quelque chose de capital a changé dans la nature humaine. Le facteur déclencheur reste un mystère, et pourtant il semble être arrivé juste après Adam. Est-ce une coïncidence? Je l'ignore. Peut-être. Mais il est également possible qu'Adam ait été celui qui a mis en branle ces changements. Comment un seul homme a-t-il pu changer toute une espèce? Spencer Wells a une théorie. Elle est avant-gardiste et très provocatrice. Il pense qu'Adam a pu être le premier être humain ayant la capacité de penser comme nous, le premier véritable homme moderne. Et s'il le pouvait, il remonterait dans le temps pour le prouver. Pour l'heure, l'ethnie des Hadzabe en Tanzanie est la meilleure solution dont nous disposons. Elle nous permet une plongée directe dans l'époque d'Adam. En tant qu'êtres humains, les Hadzabe sont aussi modernes que les autres habitants de la planète. Mais leur société perpétue le mode de vie des premiers hommes modernes à l'époque d'Adam. Les Hadzabe sont des chasseurs-cueilleurs. Survivre dans un tel environnement est un défi permanent. Ils font appel à une ingéniosité qui, selon Wells, pourrait être née avec Adam lui-même. Ces Hadzabe ressemblent sans doute à Adam et son clan se préparant pour la chasse. Ils ont trouvé le moyen de transformer les arbres locaux en armes redoutables. Leurs arcs sont solides mais souples. Leurs flèches sont redressées sur les braises. Ces techniques semblent rudimentaires, mais au moment de leur invention, elles étaient révolutionnaires, car ces armes pouvaient tuer à distance et avec précision. L'arc et les flèches ont été une innovation essentielle. D'autres modifications ont rendu les premières armes encore plus meurtrières. Et ça, c'est pour le poison. C'est une belle arme. Un autre progrès décisif. Les Hadzabe partent pour la chasse. Tout comme Adam et ses fils l'ont peut-être fait autrefois pour se mesurer au gibier avec leurs armes et leur intelligence. Les techniques de chasse des Hadzabe sont efficaces, mais elles ont dû être inventées et développées par quelqu'un.
quelqu'un qui a eu l'idée d'aller au-delà des savoir-faire utilisés par sa tribu jusque-là. Spencer Wells pense qu'Adam lui-même a été le premier à faire preuve d'une telle intelligence. La culture de l'innovation est l'une des clés de la réussite de l'espèce humaine. Mais une autre compétence a donné un coup de pouce à ce génie, le langage. Selon Spencer Wells, Adam pourrait avoir eu une capacité inédite à utiliser un langage complexe. Et justement, les Hadzabe peuvent nous faire découvrir comment parlait Adam. Simba, lion. Il parle l'une des langues les plus complexes du monde. Au milieu des voyelles et des consonnes habituelles se mêle toute une série de clics. Leur langue est bien plus élaborée que la plupart des langues modernes, ce qui laisse penser qu'elle existe depuis plus longtemps. À titre de comparaison, l'anglais possède une trentaine de sons différents, tandis que les langues à clics en comptent plus d'une centaine. Les scientifiques pensent qu'à l'époque où les humains ont commencé à parler, ils utilisaient des clics comme cela. Peut-être Adam parlait-il comme ces hommes. Comme l'arc et les flèches, ces sons ont beau être simples, ils pourraient être ce qui a donné à Adam son intelligence révolutionnaire. Les Hadzabe nous ont permis d'explorer le monde d'Adam. Maintenant, Frank Bender peut nous montrer à quoi il ressemblait. Son ambition ne se résumait pas à sculpter Adam, il voulait aussi révéler sa personnalité. J'essaye de rentrer dans sa tête comme je le fais avec un fugitif. L'intuition est une passerelle entre l'art et la science. C'est le ciment qui fait tout tenir, ce qui donne cette vie, cette étincelle. J'imagine un homme plein de vie qui ressentait à peu près les mêmes émotions que nous, alternant entre la confiance et l'insécurité. Enfin, Spencer Wells se trouve face à face avec celui qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. On peut deviner pourquoi les autres lignées ont disparu et pourquoi lui est devenu notre ancêtre. La science ne peut nous dire en quoi Adam était différent. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. Peut-être certains n'ont-ils eu aucun descendant ou que des filles. Quoi qu'il en soit, leurs chromosomes Y ont disparu à jamais. Seule la lignée d'Adam a survécu. Voilà comment il a pu devenir notre super ancêtre suprême. Il naît il y a environ 60 000 ans. Il apprend vite et finit par s'imposer comme le chef de sa tribu. Sa maîtrise du langage le démarque des autres. Il invente peut-être des armes plus puissantes ou prend le commandement des parties de chasse en mettant au point de nouvelles stratégies. Mieux que les autres hommes, il sait protéger sa famille et sa tribu, ce qui le rend très populaire auprès des femmes. Il a plus de descendants que les autres.
ses fils héritent non seulement de son intelligence, mais aussi bien sûr de son chromosome Y. Comme avec Gengis Khan et ses fils, les chromosomes Y d'Adam commencent à se propager à travers la population et son intelligence donne à ses descendants la capacité de quitter l'Afrique pour peupler le reste de la planète. Il y a environ 50 000 ans, nous avons commencé à nous disséminer au-delà de l'Afrique. Certaines populations sont parties à cette époque et très vite, elles ont atteint des régions aussi éloignées que l'Australie. Il n'a suffi que quelques milliers d'années. Et 1 ou 2 millénaires, ce n'est rien. Et Spencer Wells peut faire remonter ce moment clé à un Adam scientifique. Ce n'est pas l'homme créé par Dieu dans la Genèse. Mais aujourd'hui, des siècles après la Bible, la science a confirmé l'authenticité de l'idée de base de la Bible. Il y a bien eu un homme dont l'ADN survit dans chaque homme vivant sur la Terre aujourd'hui. Son jardin d'Éden était sans doute l'Afrique de l'Est. L'Adam scientifique unit tous les hommes actuels. De Bono à Nelson Mandela. De Tiger Woods à David Beckham. d'Oussama Ben Laden au Dalai Lama. Dans les faits, nous sommes tous les membres d'une même famille élargie. Nous sommes tous cousins. Et selon certains, c'est justement le message de la Genèse. Adam représente chacun d'entre nous et c'est en cela qu'il est important. Non pas Adam en tant qu'individu, mais parce qu'Adam est chaque individu. Nous sommes tous Adam. En identifiant l'Adam scientifique, le chromosome Y n'a pas seulement uni tous les hommes. Il a aussi trouvé un terrain d'entente entre les mondes de la science et de la foi.